J'en parlais hier avec un client, il me disait qu'il scrapait donc très souvent les données en fait d'un concurrent et qu'un jour ce concurrent a priori a réalisé qu'à certaines heures il le faisait en fait tous les jours à la même heure pendant la nuit. Et un jour ils ont réalisé en fait que les prix avaient complètement changé et qu'ils n'avaient pas de sens. Et ils ont réalisé qu'en fait ils avaient changé les prix en fait à une certaine heure de la nuit parce qu'ils avaient compris en fait qu'il y avait du monde qui venait sur le site et que c'était pas normal. Bonjour et bienvenue sur Data Driven 101, le podcast qui s'intéresse aux applications concrètes de la data dans toute leur diversité. Je suis Marc Sanselme, fondateur de Scopeo, agence de recherche et développement en data science. Je reçois des professionnels d'horizons variés pour nous parler de leurs aventures, leurs succès, leurs échecs, leurs espoirs, leurs techniques, leurs astuces, leurs histoires et leurs convictions. Aujourd'hui, je reçois David Elkaïm, Sales Director France Benelux chez Bright Data. Après une école de commerce, David crée sa première entreprise de génération de leads B2B en Australie. Puis il a une carrière dans la publicité en ligne, dont 7 ans en tant que fondateur, une régie publicitaire en Israël. Depuis 2019, il est Sales Director France Benelux chez Bright Data. Bright Data, c'est une entreprise qui a été créée en 2014 et qui est spécialisée dans la collecte de données sur Internet. Bonjour David. Bonjour Marc. Alors David, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur Bright Data? Qu'est-ce que vous faites? Ouais, bien sûr. Alors Bright Data, c'est une société qui a environ 10 ans, qui a son siège en Israël, qui aujourd'hui a plus de 450 employés, avec des bureaux aux États-Unis, des gros bureaux aux États-Unis et en Inde. Bientôt, j'espère, des bureaux aussi en Europe, notamment en France, qui a plus de 20 000 clients et qui est en fait le leader mondial de la collecte de données web à grande échelle. C'est-à-dire qu'en gros, on aide les entreprises à collecter des informations de sites internet, à les structurer, mais à grande échelle, c'est-à-dire qu'on collecte des millions et des millions de pages pour eux. Alors on offre plein de produits différents, enfin différentes couches en fait de produits. On a commencé il y a 10 ans avec une infrastructure de proxy. On en parlera peut-être un petit peu plus après si tu veux, qui est en fait la base de toute la collecte de données sur le web, qui donne en fait la possibilité de collecter des informations sans se faire bloquer de façon précise, etc. Ça, c'est le cœur du business et c'est l'infrastructure qui est brevetée et qui nous permet en fait aujourd'hui d'être leader mondial parce qu'elle a plus de 3000 demandes de brevets, etc. Et puis au-dessus de ça, on a rajouté des couches de services de collecte de données. Donc on crée des scrappers pour les entreprises, on crée des jeux de données qu'on vend, on rajoute aussi des insights, etc. Et puis au-dessus de Bright Data, tu as aussi la Bright Initiative, qui est en fait un organisme qui fait partie de Bright Data, qui a pour objectif et pour mission d'aider les organismes de type ONG, universités, l'ONU, des gouvernements. On travaille avec le ministère de la Recherche en France, on travaille avec Sciences Po, etc. En fait, on les aide, on les accompagne dans des projets qui sont des projets souvent qui ont pour mission et pour but de rajouter des choses, tu vois, de faire de la recherche. Par exemple, avec Sciences Po, ils avaient une mission de monitorer, de vérifier les réseaux sociaux et de regarder s'il y avait de la discrimination en fonction des profils, ce genre de choses. Donc ça, c'est aussi quelque chose qui est important qu'on rajoute aussi à Bright Data, qui est pas un produit à part entière. C'est un service qu'on rend et on aide ces entreprises à collecter ces données de façon gratuite. C'est complètement pro bono et on participe en fait à ce type de mission. Alors, la collecte sur Internet ou le scrapping, corrige-moi si le vocabulaire est pas bon, justement, en quoi ça consiste? Est-ce qu'on peut placer le vocabulaire là-dessus? Ouais, bien sûr. Alors, le scrapping, c'est en gros une technique de collecte de données sur le web de façon automatisée en utilisant en fait un logiciel informatique. Le logiciel informatique, en général, c'est ce qu'on appelle un crawler. Le scrapping, en fait, c'est uniquement la partie extraction de données, puis tu as le crawler qui est en fait le code qui automatise en fait une action humaine. Imagine que tu veuilles collecter des données pas d'une page web, mais en fait de millions de pages web tous les jours. Ouais. Tu peux pas le faire à la main. Et donc pour ça, en fait, tu dois automatiser en fait ce process, donc ouvrir des navigateurs, rentrer sur la page, prendre les informations, les structurer, etc. Donc ça, c'est ça le scrapping. Alors qu'est-ce qu'on peut scraper? On peut scraper en fait tout ce qui est disponible sur une page web. Et pas uniquement, c'est-à-dire que quand tu rentres sur une page, n'importe quel site, e-commerce, moteur de recherche, n'importe quelle page web en fait, tu as les données qui sont visibles, donc celles que n'importe quel utilisateur peut voir. Tu as aussi toutes les données qui sont derrière sur la page HTML, donc avec les codes, etc. Et puis tu as aussi plein de données très souvent qui chargent en fait pendant le processus en fait pour pouvoir donner accès aux informations qui sont visibles sur la page, mais qui sont en fait beaucoup d'informations qui rentrent aussi et qui sont totalement libres d'accès. Donc en fait, on peut collecter énormément de données qui sont sur les pages web, et c'est ouvert en fait. Alors, je suis curieux, c'est quoi le genre de données qui sont pas visibles sur le site web et qui sont pas le code de la page? J'ai un exemple, tu as des sites de réservation de train ou de bus.
D'accord. Ces sites-là, donc quand tu fais une recherche, tu rentres sur la page, tu fais une recherche, tu dis que tu veux partir à Lille et prendre un train demain. D'accord. Tu fais une recherche et en fait là tu vas voir des lignes avec tous les tickets qui existent, etc. Sauf qu'en réalité, chaque ticket qui est disponible, il a plein d'informations en fait qui sont des informations qui sont nécessaires pour pouvoir rendre l'information visible, du style savoir si le train est complet ou pas, mais en fait c'est pas quelque chose qui est forcément affiché. Donc le train il peut être pas complet, s'il est complet il va pas être affiché du tout, et s'il est pas complet il peut l'être, ou alors s'il est complet il va être affiché d'une certaine manière. Sauf que tu vas le voir toi d'une certaine manière en tant qu'utilisateur, mais l'information complète tu la vois pas forcément en tant qu'utilisateur. D'accord. Par contre, c'est une information qui est très importante parce que si tu veux collecter les données d'un site de réservation de train et que tu veux à la fin avoir un Excel en sachant si les trains ils sont complets ou pas complets, bah, tu as besoin de prendre cette information depuis la page. Je sais pas si tu vois de quoi je parle, mais quand tu vas sur un site web, tu as toujours une partie développeur comme ça sur le navigateur où tu peux voir en fait toutes les lignes qui chargent et toutes les API, etc. Et derrière, en fait, tu as plein d'informations comme ça avec ces API et c'est des informations disponibles. D'accord, oui. Donc des fois, il y a des sites qui vont envoyer toute l'information et c'est dans le navigateur que le filtre se fait. À partir du moment où ça se fait dans le navigateur, vous pouvez y accéder. Quoi. Exactement. Ouais. Alors, est-ce que c'est légal et si oui, dans quelle borne ça doit s'inscrire, le scrapping ? Le scrapping, c'est légal à 100%. Tout le monde a le droit de scraper n'importe quel site internet. Il y a des gens qui scrapent leur propre site parce qu'ils n'arrivent pas, parce qu'ils le font à grande échelle, ils peuvent pas forcément appeler leurs API tout le temps, etc. Ou alors ils font partie de grandes entreprises qui ont beaucoup de sites internet et pas tous les départements donnent accès, communiquent, etc. Et puis après, en fait, si tu veux, il y a effectivement une limite légale. C'est que à partir du moment où les données sont publiques, c'est-à-dire qu'elles sont visibles en fait à n'importe qui, sans avoir besoin d'avoir un accès en fait privé comme un username, un password, etc. C'est tout à fait légal. En fait, l'idée est simple, c'est qu'un site internet, il décide s'il veut livrer les données, s'il veut montrer les données en fait à tout le monde ou pas. S'il veut pas les montrer à tout le monde, en général, il a une souscription, il demande un username, un password, et sinon il les rend publics. Toutes les données qui sont publiques, qui sont rendues publiques, c'est absolument légal de les collecter. C'est exactement la même chose que si tu allais sur un site internet et que tu le faisais toi à la main. Sauf qu'en fait, au lieu de faire à la main, tu automatises le process, quoi. Et si jamais il y a un user et un password, c'est le site qui va l'avoir écrit quelque part dans ses conditions d'utilisation. Il n'aura pas forcément écrit dans ses conditions d'utilisation. D'abord, oui, très souvent, il l'écrit. Mais le fait même qu'il ne donne pas accès à tout le monde à ces données-là, de notre point de vue et du point de vue de tous les gens qui scrapent les données, c'est, si tu veux, c'est une ligne rouge, si tu veux. Okay. Ça suffit à dire que c'est pas public, exactement. En fait, tu as les données publiques et les données qui sont pas publiques. Les données qui sont publiques, celles qui sont accessibles à tout le monde, et donc là, il n'y a pas de problème. Et les données qui sont pas publiques, c'est une ligne rouge, personne ne scrape ces données-là. Sauf si c'est ton propre compte et que tu veux automatiser ce process. En général, tu as souvent un accès direct. Le site internet te donne lui-même l'accès à ces données facilement avec une API, ce genre de choses. Mais à partir du moment où tu as besoin d'avoir une action, en général, quand tu as un mot de passe et un username et que le site te donne pas accès en fait aux données, très souvent, c'est parce que ces données en fait sont payantes et que il veut pas les donner à tout le monde, tu vois. Et à ce moment-là, il n'y a pas de raison qu'en fait tu viennes les scraper de façon gratuite et que tu donnes accès et que tu les utilises. D'accord. Donc cette barrière du user password, c'est ce qui rend, pas interdit, mais en tout cas, on a besoin de l'accord de l'entreprise qui sera scrappée pour. Exactement. Et d'ailleurs, si une entreprise vient chez nous et nous demande de collecter des données qui sont pas publiques, généralement, en général, on va pas le faire du tout. Et si on doit le faire, c'est parce qu'on a le consentement écrit du site internet et évidemment du client, mais qu'on a un consentement écrit tous. En général, c'est pas le cas. En général, le site internet qui bloque ces données, et les gens qui viennent pour scraper des données, en général, ils veulent scraper des données de sites qui sont complètement publics. Ouais. Alors, il peut y avoir des données publiques parce que le site a tout intérêt à les mettre pas derrière une barrière user password, mais pour autant, ce site a peut-être pas forcément envie qu'on le scrape. Donc, par exemple, avec la veille de prix concurrentiel, tout ce qui concerne la concurrence en général, un certain nombre de sites ont peut-être pas envie de se faire scraper. Qu'est-ce qu'ils ont comme moyen pour mettre des bâtons dans les roues, on va dire? Alors, la plupart du temps, les sites veulent pas qu'on les scrape, pas parce qu'ils veulent pas donner accès à leurs informations. La plupart du temps, ils veulent pas qu'on les scrape parce qu'ils veulent protéger leur site de problèmes techniques, si tu veux. D'accord ? Parce que le scrapping, il y a du scrapping sauvage et il y a du scrapping qui est bien fait. Le scrapping qui est bien fait, c'est un scrapping qui est fait sans envoyer trop de requêtes sur un site pour le protéger, pour faire attention et de le faire, enfin, si tu veux, c'est de faire du scrapping de façon éthique. T'as des gens aussi qui viennent hacker des sites, si tu veux, pour faire tomber le site. Un concurrent qui viendrait sur un site pour envoyer beaucoup de requêtes et faire tomber, ce qu'on appelle du DDoS, si tu veux, c'est des choses qui sont possibles, etc. Donc
Donc c'est en général pour ça qu'ils protègent leurs données. Ouais. Enfin, qui protègent leur site, si tu veux, de ce genre de visites qui sont pas des visites humaines, si tu veux, sur leur site. D'accord? Sinon, il n'y a pas vraiment de raison de protéger tes données. Imagine que tu sois un distributeur alimentaire, tu aies des magasins et que tu mettes un vigile à l'entrée et que tu vérifies si les gens vont vraiment acheter un produit ou pas. Et s'ils vont pas acheter un produit, tu vérifies s'ils vont pas venir relever des prix. C'est pas quelque chose que tu peux vraiment protéger et tu veux pas le protéger. Au final, la plupart du temps, c'est très bien de savoir que ses concurrents viennent chez toi pour prendre tes prix et c'est le marché qui fait ça et c'est une bonne chose. Donc c'est pas la raison en fait pour laquelle ils protègent tellement. Cela dit, ils le font de façon... Alors ils ont plusieurs moyens de le faire. Notamment des solutions qui sont ce qu'on appelle des bots de détection, des solutions de détection en fait de robots, etc., qui eux savent avec des outils, savent détecter en fait si le visiteur qui vient sur le site, c'est une visite qui vient d'une vraie personne, donc une visite humaine ou pas. Comment ils le font? Ils ont plein de moyens. Ça marche avec beaucoup de machine learning, etc. Donc, ils regardent les fingerprints des gens, ils regardent le navigateur qui arrive sur le site, ils regardent quels sont les headers qui sont dans le navigateur du site, ils regardent si la personne est de quel IP elle arrive, de quel pays elle arrive, etc. Et en fonction, ils décident de savoir s'ils donnent accès, en fait, au contenu ou pas. Donc ça, c'est les moyens techniques, en fait, pour éviter, si tu veux, le scrapping. Mais encore une fois, généralement, la raison d'utilisation de ces bots, c'est pas tellement pour protéger les données du scrapping, mais c'est plus pour protéger le site en lui-même. Et d'ailleurs, on le voit, parfois on collecte des données pour nos clients et d'un coup, un point de données qui était essentiel pour nos clients est plus accessible, il est accessible qu'après un login. C'est-à-dire que le site a compris qu'il avait des concurrents qui scrapaient ces données et qu'il y a certains points de données qui décident en fait de plus afficher et d'afficher uniquement quand l'utilisateur a un login. Donc de demander en fait une inscription avant Donc c'est leur moyen, si tu veux, c'est le vrai moyen en fait de protéger tes données. Plus que d'utiliser des détections de bots, etc. Les détections de bots, elles sont vraiment faites généralement pour éviter en fait de faire du tort en fait si tu veux au site au niveau technique, au serveur, etc. D'accord, donc le meilleur moyen, c'est le login. Clairement, maintenant un site e-commerce, le retail, évidemment, il va pas faire un login pour protéger ses données, pour les donner accès, mais de la même façon qu'un magasin va pas fermer ses portes pour pas que les gens viennent récupérer les prix des données. Du coup, qu'est-ce qu'il y a par exemple comme, on va dire, méthode de anti-scrapping ou anti-bot d'une façon générale? Alors les méthodes, donc c'est d'abord les logiciels donc de détection de bots, type Datadom, etc. Donc d'abord des logiciels en fait que tu intègres en fait à tes codes et qui permettent en fait de détecter chaque fois qu'il y a une visite, de regarder en fait, d'identifier comment ça se passe. Quand une personne vient visiter ton site internet, tu peux le faire toi-même en général, tu vas le faire avec un logiciel tierce. La première chose en fait, c'est que tu regardes quand une visite elle arrive, il y a une requête qui se fait sur ton serveur et tu essaies d'identifier cette requête, tu vas savoir d'où elle vient. D'accord? Donc tu vas avoir des cookies, tu vas avoir l'IP, tu vas regarder si une IP c'est une IP d'un centre de données ou si une IP qui appartient à une vraie personne. Tu vas regarder si le type de navigateur qu'il utilise, qu'est-ce qu'il y a dans son navigateur, est-ce qu'il a donc des cookies, mais est-ce qu'il a aussi une langue particulière, est-ce que la langue dans son navigateur c'est l'anglais, mais en réalité il y a une IP française, peut-être que c'est pas normal, etc. Et ensuite, si tu veux, le site il décide, grâce à ces logiciels, de servir ou pas le contenu. Et donc ça, c'est une manière de le faire. Donc après, il peut décider de bloquer complètement l'accès à la page en disant, en fait, ça, c'est un robot qui est arrivé sur mon site, je bloque la page. Il peut dire aussi, je suis pas sûr que ce soit un robot ou pas, je vais lui mettre un CAPTCHA. T'as une autre solution, c'est le CAPTCHA. Il peut aussi décider de servir les données, mais en fait, de pas servir forcément les bonnes données. Par exemple, s'il voit qu'il y a trop de requêtes qui arrivent d'un coup sur... j'en parlais hier avec un client, il me disait qu'il scrapait donc très souvent les données en fait d'un concurrent et qu'un jour, ce concurrent, a priori, a réalisé qu'à certaines heures, il le faisait en fait tous les jours à la même heure pendant la nuit. D'accord ? Ouais. Et un jour, ils ont réalisé en fait que les prix avaient complètement changé et qu'ils n'avaient pas de sens. Et ils ont réalisé qu'en fait, ils avaient changé les prix en fait à une certaine heure de la nuit parce qu'ils avaient compris en fait qu'il y avait du monde qui venait sur le site et que c'était pas normal. Tu vois. Donc si tu veux, il y a cette idée de protection. Quand tu vois un concurrent qui vient scraper tes données à grande échelle d'un coup, si tu veux, t'as pas envie de lui donner accès à tes données trop facilement, tu vois. Donc c'est aussi ce type de moyen-là. Et puis un autre moyen, et c'est le moyen le plus difficile à contourner en fait, c'est de changer en fait régulièrement la structure de la page. Parce qu'un scrapper, en fait, c'est un code finalement, c'est un code qui est pas très intelligent, qui devient intelligent maintenant avec l'intelligence artificielle, etc. Mais jusqu'à maintenant, ça reste un code, donc tu lui dis quoi faire. Et quand tu lui dis quoi faire, tu lui dis surtout en fait quelles données aller parser. Et pour lui dire en fait quelles données aller parser, il faut lui dire en fait voilà, il y a tel élément sur cette page qui s'appelle prix, et il faut que tu ailles me connecter ce données prix. Sauf que si le site en fait il change le nom prix, mais à la place de prix il met price, le crawler il sait plus aller collecter les données du prix, si tu veux. Et donc ça, s'il y a des sites en fait qui savent très bien en fait modifier leur structure et modifier leur HTML tout le temps pour éviter en fait le scrapping sauvage.
Combien ça coûte de scraper? Est-ce qu'il y a un prix simple à comprendre? Est-ce qu'on va dire il y a un marché, un prix de marché? Non. Non. En gros, le prix du scrapping, il dépend du volume de scrapping, du volume de pages que tu vas scraper, d'accord? Plus ou moins du volume de données que tu vas scraper, d'accord? Ensuite, tu as beaucoup de postes, en fait, dans le scrapping, et selon que tu veuilles gérer toute la partie scrapping dans ton entreprise et faire confiance juste à une infrastructure comme celle de Bright Data, donc des proxys, etc., ou que tu demandes, en fait, à Bright Data de collecter toutes les données, ça aussi, c'est une différence, si tu veux, de prix, évidemment, puisque les ressources se passent d'un côté ou de l'autre. Ouais. Ça peut coûter $2 si tu veux scraper de temps en temps une page, et il y a des clients chez nous qui dépensent des millions de dollars pour scraper des millions de pages tous les jours, si tu veux. Et les modèles de prix, en fait, ils varient aussi en fonction des produits. Par exemple, si tu utilises uniquement des IP, des proxys, tu vas payer en fait en fonction de la bande passante. Donc ça va dépendre aussi du site. Si tu collectes une page avec juste une API et du texte, il n'y a pas beaucoup de bande passante, donc ça ne coûte pas très cher. Mais si tu collectes des données avec des images, des fichiers médias, etc., ben ça va coûter beaucoup en bande passante, ça coûte plus cher. D'accord. Et tu as une idée de la taille du marché du scrapping aujourd'hui? En fait, c'est très difficile de savoir parce que d'abord, il n'y a pas de société de scrapping publique. Donc, il n'y a pas de données publiques. D'accord. Je pense que les seuls chiffres publics, tu vois, en termes de... Quand je parle de sociétés qui fournissent des proxys et des infrastructures, c'est Bright Data qui a publié ces chiffres l'année dernière, qui a dit qu'il avait dépassé les $100 millions par an. Mais à part ça, pas plus. Entre-temps, on a grandi énormément. Et voilà. Après, le marché du scrapping, c'est les infrastructures, comme celle dont je parle maintenant, mais c'est aussi, ça va beaucoup plus loin que ça. Tu as des sociétés qui collectent les données, qui te fournissent des insights. Tu as des sociétés qui vont collecter les données, qui te fournissent des outils de pricing, etc. Et à la fin du compte, de plus en plus d'entreprises collectent des données via le scrapping. Quand je parle de plus en plus d'entreprises, c'est les plus grandes entreprises que tu peux imaginer au monde, les plus grandes marques de retail que tu peux imaginer au monde, qui passent par des sociétés comme Bright Data ou comme d'autres sociétés pour collecter des données. Et c'est en croissance exponentielle. Je crois que j'avais envoyé un graphe un jour où tu vois en fait le nombre de données qui sont échangées sur Internet et tu vois l'évolution depuis 2005, je crois, enfin sur les 20 dernières années. Le nombre de données échangées a été multiplié par 100 ou par 200 en quelques années. Ce qui fait qu'en fait, plus tu as de données, plus tu scrapes. Et plus le scrapping devient facile à utiliser, et plus les entreprises le font. Ouais. Jusqu'à il n'y a pas longtemps, les entreprises ne savaient même pas qu'elles pouvaient scraper. Il y a 10 ans, on est venu nous voir pour nous demander en fait s'ils pouvaient utiliser notre infrastructure pour scraper les données. Les sociétés n'étaient pas bloquées par les sites internet, etc. Donc plus la technologie avance, plus tu as de difficultés à scraper et plus tu as besoin en fait, si tu veux, de dépenser de l'énergie, des ressources pour scraper les données. Et donc voilà, je pense qu'on parle de milliards de dollars au niveau du marché et c'est en croissance exponentielle. Ok. Quand tu dis il n'y a pas d'entreprise publique, c'est au sens américain du terme, j'imagine, public au sens en bourse. Ouais. Qui publient leurs chiffres en tout cas. Qui publient leurs chiffres. Ouais, qui publient leurs chiffres. Alors, on va dire, sur le plan concret, la data, vous la livrez comment? Est-ce que... Quand on fait le scrapping pour les clients, c'est très simple, on la livre... Tu as plusieurs modèles de livraison, quoi. Donc, tu décides le mode de livraison. Donc, tu décides, en fait, comment tu veux quantifier tes données. D'abord, on les livre structurées. Donc, tu reçois un JSON, ou un CSV ou un Excel. Donc, tes données sont structurées. On détermine un schéma au départ d'output avec exactement les éléments que tu veux sur la page. Donc, on te livre pas juste tout l'HTML avec plein de données qu'il faut que tu parses, etc. On le fait nous. Et ensuite, on le livre, en fait, où tu veux. Donc, tu nous donnes accès à ton serveur et on te livre sur ton serveur, tu nous donnes accès à ton Google Cloud ou à ton Amazon S3 ou Azure, etc. Tu nous donnes simplement ton accès et on te les envoie directement. Et chaque fois que le crawler, on a des API aussi pour le faire, tu peux télécharger tes données depuis notre interface, etc. Et chaque fois que tu actives en fait le crawler, donc qui va aller collecter les informations, chaque fois que le job est terminé, en fait, les données sont livrées directement. Les principaux secteurs intéressés par le scrapping de données, c'est quoi ? C'est hyper varié, mais les principaux, c'est le retail et l'e-commerce. Donc ça, c'est le plus gros cas d'usage. Je disais tout à l'heure, mais les plus grandes entreprises du retail que tu peux imaginer, les plus grandes places de marché e-commerce utilisent nos outils pour collecter les données. C'est aussi ça qui prouve à quel point, un, c'est légal, et deux, c'est les sociétés, en fait, protègent pas leurs données contre le scrapping, mais plus contre le hacking, etc. Ouais. Parce qu'en fait, tout le monde scrape les données de tout le monde, ouais. et c'est pas un problème, si tu veux. Ouais. Donc le retail beaucoup, notamment pour le pricing. Donc en général, les business units dans les entreprises, c'est principalement le pricing. C'est souvent le marketing
parce que tu peux collecter des données de réseaux sociaux et essayer de voir les tendances, voir ce que les gens disent sur les profils, etc. Et la stratégie. Tu as les grandes entreprises qui définissent 5 ans à l'avance quel type de produit elles vont développer pendant les 5 prochaines années. Pour ça, en fait, elles ont besoin de data. Il faut savoir que la data, en fait, c'est hyper stratégique. C'est-à-dire qu'avant, tu n'avais pas de données, tu savais pas comment... Enfin, il y avait des données, mais on savait pas comment les collecter. Aujourd'hui, avec ces données-là, tu peux prendre des décisions, si tu veux, stratégiques super importantes. Donc, dans le retail, en fait, déjà, tu as plein de départements qui ont besoin de ces données. C'est souvent le pricing, principalement, pour faire de l'analyse de pricing, etc. Après, tu as des entreprises, par exemple, les investisseurs, les capital ventures, etc., les VC, etc., les hedge funds et tout, qui utilisent les données à grand volume aussi. Parce que quand tu veux investir dans une entreprise, tu as envie de savoir si cette entreprise, elle marche en ligne. Par exemple, tu veux investir dans un retailer, dans une société e-commerce, mais tu veux vérifier en fait ce que les gens disent sur eux, comment ces produits sont vus sur Internet, aller voir sur les places de marché s'ils ont des bonnes reviews, etc. Tu veux aussi savoir dans quel type d'entreprise investir. Donc, tu vas aller sur les réseaux sociaux professionnels pour voir combien d'employés ils ont, est-ce que le nombre d'employés a évolué dans les derniers mois, est-ce qu'ils ont des nouveaux employés, etc. Donc ça, c'est aussi un cas d'usage intéressant. Le travel aussi, c'est un cas d'usage très courant. C'est assez évident, en fait, parce que c'est beaucoup de pricing qui est dynamique. Les comparatifs de prix. Exactement. Ouais. Pas que de prix, aussi de route, tu sais, de destination. Est-ce que la destination Paris-Lille, elle est, bon, ça c'est évident, mais est-ce que c'est une destination qui a beaucoup de demandes ou pas? Est-ce que les prix varient beaucoup ou pas, etc. Tu vois, est-ce qu'ils varient souvent? Et est-ce qu'il faudrait mieux qu'on adapte en fait plus notre stratégie aussi, etc. Et puis t'as aussi, comme en fait l'infrastructure, je suis pas rentré tellement dans les détails parce qu'on parle beaucoup de scrapping plus que d'infrastructure de proxy, mais notre infrastructure, elle comprend 100 millions d'IP. Résidentiels, ces IP qui appartiennent à des particuliers qui donnent leur consentement pour qu'on utilise leur IP. Et ces IP-là, c'est des IP qui sont vus comme des IP appartenant à des vraies personnes, parce qu'elles appartiennent à des vraies personnes. Ce qui fait qu'en fait, par exemple, tu as des régies publicitaires, et c'est de là que je viens, qui utilisent nos IP, parce qu'on en a dans le monde entier. Donc on peut cibler, en fait, on peut envoyer une requête depuis n'importe quel pays, n'importe quelle ville du monde entier. Donc tu peux, par exemple, une régie publicitaire, elle va vouloir vérifier si ces publicités elles sont affichées comme il faut depuis des villes différentes. Tu vois, donc elles vont utiliser aussi nos outils pour ça. Ouais. Oui, vérifier que la pub qu'on vous a vendue a été correctement diffusée. Qu'elle a été diffusée correctement, ça peut être par exemple pour monitorer et montrer à tes clients en tant que régie, montrer à tes clients que leurs publicités sont bien affichées comme il faut. Et imagine que tu es un client qui soit un concessionnaire auto et qui fasse de la pub très ciblée à Chicago ou dans un quartier de Chicago et que toi, en fait, ta régie, elle est basée à Paris, tu vois, pour pouvoir en fait vérifier que les publicités à Chicago, c'est les bonnes publicités qui arrivent. Le client, il a envie de voir ça, il a envie de pouvoir prouver que c'est fait comme il faut, si tu veux, mais il faut qu'en fait, tu puisses envoyer une requête via une IP de Chicago ou d'un quartier de Chicago pour lui montrer en fait le screenshot de la page et lui montrer que la page elle a vraiment été affichée, tu vois. D'accord, ouais. Oui, parce que sur la publicité, on fait un peu confiance aveuglément à ce que nous dit ensuite celui qui nous vend l'espace. Ouais, exactement. Exactement. Et donc souvent, en fait, les régies, maintenant, ils ont des outils qui permettent en fait de prouver en fait aux clients que c'est bien fait. Et ça, c'est obligé de passer par un réseau de proxy. Et si tu utilises des IP lambda qui proviennent de centres de données type Amazon, OVH, etc., ces IP sont détectés en fait en tant qu'IP de centre de données. Et donc le site peut bloquer la publicité. C'est ce qui se passe très souvent d'ailleurs, parce qu'il n'y a pas de raison en fait qu'un site affiche une publicité qui est payante. Enfin, ils payent, si tu veux, les sociétés payent pour l'encart publicitaire. Il n'y a pas de raison qu'il affiche une publicité quand en fait c'est un robot qui vient voir son site. Alors avec toute cette data qui circule chez vous, entre vos mains, est-ce que vous la consommez un peu et en particulier est-ce que vous faites du machine learning ? Alors, le machine learning chez nous, c'est la base des produits qui sont là pour débloquer en fait les sites. Donc quand tu envoies une requête sur un site en utilisant un scrapper, n'importe quelle entreprise qui a son propre scrapper et qui envoie une requête en utilisant une IP, très souvent elle va être bloquée parce qu'elle va pas savoir utiliser les bons fingerprints, les bons navigateurs, etc. Donc on a des outils en fait qui permettent de le faire automatiquement et pour ça on utilise du machine learning. On a du learning tout le temps sur les types de navigation qu'il faut utiliser, les types d'IP, etc. Et donc quand on envoie une requête en utilisant ces outils-là, l'outil, il sait en fait, il a des millions et des millions de profils et il sait en fait décider quel profil il faut utiliser au moment où tu envoies ta requête pour pas être bloqué, pour être sûr d'avoir des données qui sont précises, etc. Donc c'est à ce niveau-là, oui, on a du machine learning. On n'utilise pas les données qu'on collecte pour apprendre. Par contre, on a beaucoup de clients, c'est un autre cas d'usage, beaucoup de clients qui achètent des données chez nous pour entraîner leurs outils de machine learning. Et côté IA ? Côté IA, c'est...
Avec l'IA générative et ChatGPT et les autres LLM, etc., ça devient, si tu veux, un poste essentiel maintenant. C'est-à-dire qu'on commence en fait à rajouter de l'IA à tous les niveaux en fait du scrapping. Le scrapping, ça commence d'abord par déterminer les éléments que tu veux collecter sur une page. D'accord ? Parce que quand tu vas collecter, j'en parle tous les jours avec les clients, des fois ils ont une idée, ils disent bon, on va collecter maintenant des prix. Donc ils viennent nous voir, ils disent voilà, on a besoin d'aller collecter les prix de tel site et tel site, connectez-moi les prix. On va leur collecter les prix, et puis après, un jour, ils réalisent qu'en fait, ils aimeraient bien aussi avoir la description, tu vois, les trucs, et donc ils recommencent, etc. Donc l'idée, en fait, c'est de déterminer bien à l'avance ce que tu veux. Et pour déterminer ce que tu veux, en général, c'est une personne qui vient sur le site et qui regarde sur la page ce qu'elle veut, etc. Avec l'intelligence artificielle, aujourd'hui, tu peux mettre une page et demander à ChatGPT qui te détermine tous les points qui existent sur la page et te faire en fait un schéma d'output automatique, si tu veux. Donc ça, c'est une première chose. Après, tu as la partie scrapper. Tu as du code avec la partie parsing où tu as des éléments sur les pages. Ces éléments, ils changent souvent justement comme moyen d'éviter, si tu veux, le scrapping sauvage. Et ben avec l'IA générative, tu peux automatiquement, quand tu vois que tu n'as pas réussi à collecter une donnée, automatiquement modifier le code en fonction de la page et regarder en fait les éléments qui ont changé. Tu vois, donc il y a plein de choses qui sont faites en utilisant l'IA à plein de niveaux et surtout au niveau de la validation des données. Parce que ça, c'est vraiment l'essentiel de tout. En fait, les entreprises qui collectent des données, elles ont besoin de vérifier que leurs données sont bonnes. Et comme je disais tout à l'heure, en fait, tu peux collecter des données, mais en fait, pas avoir les bonnes informations parce que si tu as décidé de pas te donner la bonne information. Et pour ça, jusqu'à aujourd'hui, les données, elles étaient validées à la main. Et elles sont toujours, d'ailleurs, les entreprises qui ont des équipes entières qui vérifient les données qu'ils reçoivent. C'est-à-dire qu'en fait, ils reçoivent des Excel et puis ensuite, ils rentrent sur les pages et vérifient si ça correspond. Et ils le font de façon random parce que tu peux pas faire ça sur toutes les données, etc. Avec le ChatGPT et l'IA générative, tu peux automatiquement vérifier. Je donne un exemple concret. Tu as un site pour lequel on collectait des données de prix. Et un jour, on a reçu des prix qui étaient des prix qui étaient complètement aberrants. Sauf que techniquement parlant, si tu veux, c'était un nombre et c'est ce qu'on avait déterminé. Donc dans le scrapper, il fallait recevoir un nombre. Et donc le nombre, si tu veux, c'était un nombre. Donc ça marchait, si tu veux. Pour nous, c'était un succès. Avec l'IA générative qu'on rajoute, ChatGPT, lui, il sait dire en fait non, attends, c'est pas possible ça. C'est pas possible que ce prix-là, ce soit le même prix. Donc il nous envoie des alertes et tout automatiquement, on s'est changé, tu vois. D'accord. Et puis encore d'autres niveaux, si tu veux, des insights, par exemple, pour prendre des décisions. C'est ça aussi, si tu veux, tu vas lui rajouter toutes les données et utiliser en fait et processer en fait toutes ces données pour pouvoir prendre des décisions et pouvoir montrer des dashboards, des historiques et venir avec des suggestions de décisions stratégiques à prendre en fonction des données, etc. D'accord. Et il y a des choses qui sont en production dans ce que tu dis avec ChatGPT, ces usages ? Ouais, c'est pas en production, c'est en bêta. On a rajouté en fait, par exemple, la classification des données. On vend des jeux de données complets. Et aujourd'hui, un des gros challenges pour les entreprises qui collectent des données de différentes sources, c'est de pouvoir en fait matcher les données entre plusieurs sources. Donc tu vas collecter des données produites sur 3 sites différents. Alors parfois, tu as un identifiant unique, c'est parfait, tu vois, c'est très bien, c'est facile à faire. Parfois, tu n'as pas ça. Et donc, tu as besoin de collecter des entreprises qui font ça, qui sont spécialisées dans le product matching, avec des algorithmes super poussés qu'ils font, etc. Et on rajoute en fait, donc ça c'est en bêta, mais c'est pratiquement en production, on rajoute en fait des outils qui te permettent, quand tu achètes nos données, avant de les acheter, de rajouter en fait de la classification ou de rajouter d'autres types en fait de questions que tu peux poser en fait à ChatGPT pour enrichir en fait les données qu'on a, tu vois. Donc ça c'est clairement pratiquement en production. Le reste c'est dans la roadmap, mais c'est une question de semaines si tu veux. À tous ces niveaux-là, on rajoute déjà et on étudie. Après il y a des challenges parce que l'IA générative pour faire de la classification c'est lent, c'est pas encore rapide. La question, c'est de savoir comment on va pouvoir améliorer ça et optimiser. Est-ce qu'on va utiliser ChatGPT ou un autre ? ChatGPT, c'est juste un exemple parce qu'on en parle beaucoup, mais lequel on va utiliser ? Combien ça coûte ? Il y a un coût aussi qui est lié à ça, etc. Parmi toutes les données que vous collectez, alors déjà de la donnée que vous avez collectée pour un client, est-ce que vous pouvez la vendre à un autre client ? C'est possible ça ? Ouais. Si on collecte les données qu'on vend, en fait, des jeux de données, c'est le but, en fait. C'est-à-dire qu'on mutualise. Donc on les collecte et en fait on les revend. Ensuite tu peux venir et acheter en fait une base de données. Donc tu viens et tu es sur notre plateforme et tu achètes là-bas. Donc tu peux l'acheter toi et n'importe qui d'autre peut l'acheter. Et alors du coup est-ce que vraie question c'était est-ce que du coup il y a des catalogues de données déjà scrappées disponibles ? Est-ce qu'il y a des endroits où on peut consulter et s'inspirer si on n'a pas d'idée ? Exactement. Tu as une librairie, tu crées un compte sur ByData et puis tu as une librairie en fait avec toutes les données qu'on a collectées, qu'on propose en jeu de données.
Alors nous, on travaille surtout dans l'autre sens, c'est-à-dire qu'on a des clients qui viennent nous voir et disent voilà, moi j'ai vu votre librairie, il n'y a pas les sites qui m'intéressent, mais j'aimerais bien que vous me rajoutiez ce site-là et on le fait, tu vois. Donc au fur et à mesure, on rajoute en fait des sites. L'idée, à terme, c'est d'avoir en fait, si tu veux, plus ou moins tout le web accessible et de pouvoir rentrer, d'avoir un annuaire avec tous les sites possibles et imaginables en fait qui soient accessibles. Mais c'est bien sûr, tu as une interface en fait qui te permet de chercher en fait quel site tu veux et ce qui est disponible, tu peux le voir et l'acheter. Tu peux voir et déterminer aussi, filtrer. Tu peux dire, moi, je veux pas tout un site parce que j'ai pas besoin de tout, mais j'ai besoin d'une catégorie de produits sur ce site-là. Donc, tu vas créer ton sous-jeu de données et puis ensuite l'acheter, etc. Et alors, selon toi, parmi toutes ces données-là, quels seraient les jeux de données qui gagneraient le plus à être connus de certaines entreprises, là où il y a un vrai besoin d'évangélisation aujourd'hui? Alors, le pricing, c'est connu, donc tout le monde l'utilise, tout le monde utilise des données pour ça. Quand je dis tout le monde, c'est pas encore toutes les entreprises, parce que le scrapping, c'est encore parfois mal vu et parfois ça pose des problèmes. Tu me poses la question de la légalité. On a des entreprises qui viennent nous voir parce que on travaille avec des, tu sais, c'est souvent des data scientists qui viennent nous voir et qui nous disent voilà, on a besoin de collecter des données pour tel et tel projet. Et puis quand on rentre dans les discussions, au bout d'un moment, t'as le légal qui vient et qui dit en fait non, on a décidé de pas scraper pour l'instant parce qu'on n'est pas sûr. Enfin, donc ça arrive. En fait, tu as très souvent, à part le département pricing qui comprend qu'il faut qu'il aille collecter des données concurrentielles, tout le reste, en fait, les autres business units, elles savent pas, en fait, qu'elles peuvent utiliser les données et qu'elles peuvent avoir accès, en fait, à n'importe quel type de données pour prendre des décisions. Parce qu'en fait, des décisions stratégiques, tu peux en prendre tous les jours en discutant avec tes collègues, en regardant ce qui se passe un peu sur le web, etc. Mais tu prends de bien meilleures décisions si tu as beaucoup de données. Et souvent, en fait, les gens, ils savent pas, les employés, ils savent pas, dans les entreprises, même au niveau stratégique, si tu veux, ils savent pas qu'il y a cette capacité, en fait, à collecter des données. Et donc, en fait, tu as toute la partie pricing qui est importante à connaître, mais tu as aussi, comme je te disais tout à l'heure, les entreprises qui ont besoin de collecter des données financières, par exemple, qui sont publiques, ça, c'est des données qui sont hyper importantes. Toutes les données dont je t'ai parlé tout à l'heure, qui sont pas forcément visibles sur une page, qui sont derrière, ça aussi, c'est important, si tu veux, de savoir que ça existe, etc. Voilà. Alors, qu'est-ce que tu préfères dans ce métier? En fait, les données web, c'est énorme. C'est le nerf de la guerre. C'est un vrai game changer, en fait. Tu peux vraiment prendre des décisions stratégiques qui changent, en fait, la face des choses, tu veux, pour ton business, et t'en as besoin. Aujourd'hui, tu peux plus, en fait, faire sans ces données. Et moi, ce que j'aime, en fait, là-dedans, si tu veux, c'est qu'on a vraiment le sentiment d'avoir un réel impact. On voit tous les jours les entreprises qui viennent nous voir en disant, mais en fait, on a pris des décisions qu'on n'aurait jamais prises à l'avance. Avant, par exemple, on avait fait un test, c'est un truc qu'on utilise souvent dans nos présentations. On avait pris un produit, un micro-ondes, on avait vérifié sur plusieurs plateformes, toutes les heures, la même page, si tu veux, de ce même produit, en fait, sur les 3 ou 4 différentes places de marché. On avait collecté les données pour voir, en fait, ce qui se passait. On s'était aperçu, en fait, que sur une place de marché, le prix était resté le même toute la journée. Sur une autre place de marché, le prix de ce même micro-ondes, il avait changé 3 fois à des heures précises. Et sur l'autre, il avait changé 9 fois, tu vois. Ça, c'est des données, en fait, si tu veux, quand tu sais pas qu'elles existent, tu sais même pas que tu peux prendre des décisions qui sont liées à ça. Tu sais pas qu'en fait, toi, tu dois aussi peut-être adapter tes produits, etc. Donc, on a vraiment un impact, en fait, si tu veux, quand on collecte les données pour les clients, quand on leur donne des idées, tu vois. Et puis, c'est une entreprise aussi qui est en croissance exponentielle. On a démarré en mode start-up. On a mis en place aujourd'hui des process qui n'ont rien à envier aux grandes entreprises, notamment dans mon métier de sales, où avant on travaillait avec des Excel et aujourd'hui on a des process de vraies entreprises avec des territoires chacun, avec des niveaux différents, etc. Et quels sont les points les plus pénibles de ce métier, s'il y en a? Ouais, il y en a parce que le scrapping c'est encore mal vu. Comme je te le disais, tu as des sociétés qui viennent nous voir parce qu'elles ont des besoins, mais de notre côté, elles sont encore réticentes à utiliser ces données. Jusqu'à il y a pas longtemps, on voyait vraiment ça comme une zone grise. Aujourd'hui, c'est une zone 100% blanche, tout va très bien. Et puis, ça fait partie aussi de l'impact, d'ailleurs, que Bright Data, en fait, d'évangélisation. C'est-à-dire qu'en fait, on vient, en fait, montrer à tout le monde que c'est très possible de scraper des données, que tout va bien, et que c'est possible de faire, que c'est facile de faire, etc. Mais ça reste encore un vrai challenge. Il y a aussi un challenge d'éducation, comme je le vois encore tous les jours. Donc, à part les équipes qui ont l'habitude de scraper les données, il y a encore beaucoup, en fait, d'équipes qui comprennent pas comment ça fonctionne, etc. Donc, ça, c'est la difficulté. Et puis, pour moi, particulièrement, on est une société qui est basée en Israël, mais qui a surtout un focus sur les États-Unis depuis longtemps. Donc, maintenant qu'on rentre, si tu veux, beaucoup en Europe. Alors, on a des clients historiques en Europe, avec des gros clients en Europe, mais maintenant qu'on rentre, tu vois bien, en Europe et en France, etc., il y a des difficultés, évidemment, et les gens ne nous connaissent pas forcément, etc. Et ça fait partie des challenges. Alors, tu disais que le scrapping est légal tant que c'est public. Je me demandais, par rapport au RGPD, des données qui sont publiques mais personnelles, peut-être LinkedIn, par exemple,
les réseaux sociaux. Est-ce qu'on a le droit de scraper des données personnelles ? Comment ça se mélange, on va dire, les deux contraintes ? Ouais, alors d'abord, le RGPD, c'est en Europe. Aux États-Unis, il y a d'autres conformités. Le RGPD, c'est pas un problème en soi. C'est une très bonne chose. Ça protège les données personnelles, c'est très bien. La question, c'est qu'est-ce que les entreprises, elles font pour être conformes, en fait, RGPD, CCPA aux États-Unis, etc. Pour ça, tu peux pas garder des données personnelles, tu peux pas les utiliser, etc. Et donc, on met des choses en place, en fait, pour ça. Alors, par exemple, on a, en tant qu'utilisateur personnel, tu peux venir sur notre site internet et vérifier si tes données ont été collectées à un moment donné ou à un autre et demander à les retirer. Si on collecte des données personnelles de type email, on va envoyer un mail à la personne pour lui dire on a collecté vos données, vous pouvez les retirer. Alors souvent, si on collecte des données comme un email, par exemple, c'est des données qui sont publiques. Il y a des réseaux sociaux, par exemple, sur lesquels tu as des données où tu vois, en fait, la personne elle a mis son mail, c'est très très rare, mais ça peut arriver. Et donc, on a des process, en fait, pour vérifier ces choses-là, pour être 100% conforme à RGPD. Mais en soi, RGPD, c'est une très bonne chose. Et ça va pas à l'encontre du scrapping. Mais évidemment, tu as des entreprises qui scrapent des données qui sont pas publiques, qui sont derrière des logins. Et ça, c'est 100% ni conforme à RGPD, parce qu'ils utilisent des données personnelles, évidemment, et ils utilisent pour du spam et ce genre de choses. Enfin voilà, donc ça, évidemment, c'est pas le fait, mais ça en fait pas. Est-ce que tu as une anecdote à nous partager ? Il y a plein d'anecdotes, mais je pense que le plus intéressant, c'est Bright Data, ça a commencé avec 3 fondateurs il y a 10 ans qui avaient un VPN, une application VPN en P2P. L'idée, c'était ils avaient fait un test, ils avaient dit on va prendre des IP de personnes, on va leur demander s'ils sont d'accord de partager leur IP, et s'ils partagent leur IP, on leur donne accès à l'IP des autres, et on fait un réseau comme ça. L'idée, en fait, c'était de pouvoir donner accès, quand les gens ils ont besoin d'avoir un accès avec un VPN, avec d'un autre pays, etc. En général, c'est payant, et en fait, là, ils avaient un accès gratuit avec un réseau P2P. Et c'était il y a une dizaine d'années, donc les sociétés ont commencé à utiliser des systèmes anti-bot pour éviter le scrapping, etc. Et donc, il y a des entreprises qui sont venues nous voir en disant, une entreprise, en fait, qui est venue nous voir en disant, en fait, voilà, on collecte des données pour nos clients, mais on commence à être bloqué. Et si on pouvait avoir accès à des IP qui appartiennent à des vraies personnes, ça serait top. Et vous avez ça. Est-ce que vous pouvez nous donner accès à ces IP ? Et on a dit, c'était encore ça existait même pas, en fait, Bright Data. Donc, c'était encore une petite start-up. Il y avait une application qui marchait très bien, mais ça s'arrêtait là. Et on a dit, ouais, pourquoi pas ? Testons, on va voir ce qui se passe, tu vois. Donc, on a fait un petit test. Et en fait, ils se sont aperçus qu'ils arrivaient d'un coup à collecter les informations sans se faire bloquer. Et puis, c'est le départ, en fait, de Bright Data. Si tu veux, aujourd'hui, c'est une société qui a 15 000 clients. Et chez Bright Data, on a un ADN un peu particulier, comme ça, qui fait qu'en fait, on commence tout un peu comme ça, c'est-à-dire que chaque produit et chaque feature qu'on développe, ça se fait un peu en fait comme ça, par un besoin client. Ça arrive en fait parce qu'on a une demande par hasard, pas forcément un truc qu'on avait pensé. Et ça, c'est vraiment le départ de Bright Data. Le futur de Bright Data, c'est quoi ? Alors, Bright Data, ça a commencé avec une infrastructure brevetée, tout ça. Après, on a rajouté des services de collecte de données, donc des scrappers, des interfaces de scrapping, puis après un service complet de scrapping, puis après on a commencé à collecter des données, on a commencé à rajouter des insights aussi ensuite, donc si tu veux, c'est comme une sorte de pyramide où en fait on rajoute des couches à chaque fois tout le temps en utilisant l'infrastructure de base. Et le futur, en fait, c'est l'intelligence artificielle, donc intégrer l'intelligence artificielle dans ces services-là pour valider les données, pour les enrichir, etc. C'est des partenariats, et ça existe déjà, avec des fournisseurs de données qui sont pas forcément des données web, mais de réaliser en fait une marketplace, une vraie place de marché en fait où tu peux venir. Bright Data, ça devient un one-stop shop où tu peux venir acheter des données web et des données qui sont pas forcément des données web. Et puis c'est via des acquisitions notamment, c'est rajouter en fait des outils qui sont complémentaires de la data, comme des outils de pricing, des outils de product matching, des outils d'insight, etc. Mais bon courage pour tout ça alors. Merci David. Merci à toi Marc. Vous venez d'entendre David Elkaïm, Sales Director chez Bright Data, dans Data Driven 101. Si vous avez aimé et que vous voulez nous soutenir, n'hésitez pas à liker et partager le podcast. À très vite.